Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement, j'ai laissé volontairement 10 secondes le temps de combler l'écart puisqu'il y a un décalage au moment où je parle et où vous recevez le son chez vous. C'est donc le rapport NFP, la statistique macroéconomique américaine la plus attendue de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un des trois objectifs majeurs que poursuit la Réserve fédérale des États-Unis pour orienter les perspectives de sa politique monétaire. Alors, il est 14h18 si je me trompe, le rapport NFP est attendu dans 12 minutes. On a donc 12 minutes pour tenter de comprendre concrètement ce qu'attend le marché, c'est quoi le rapport NFP, quelques graphiques fondamentaux que je vais vous montrer, et puis vous rappeler les prochaines dates de la Réserve fédérale des États-Unis qui ne manquera pas d'intégrer lors de sa prochaine réunion le contenu de ce rapport sur le marché du travail aux États-Unis au mois de septembre. Alors, que savons-nous dans un premier temps? La première chose que nous savons, c'est ça, c'est ce graphique. Vous avez sous les yeux ce graphique proposé ce matin donc par notre partenaire, ancien analyste Adrian Raymond, l'évolution du taux de chômage aux États-Unis depuis janvier 1997. Ce que nous savons, c'est que le marché du travail américain s'améliore du point de vue du taux de chômage, et ce depuis maintenant 5 ans. Une baisse très progressive du taux de chômage. Voilà le type de tendance sur le taux de chômage que nous aimerions avoir ici au sein de la zone euro. Alors je vais simplement par contre mettre à jour, donc vous assistez bien sûr au programme Wall Street Insider, je me perds avec toutes ces émissions que nous proposons au quotidien. Bref, voilà la dynamique générale du taux de chômage. Un petit scalp, nous disait Zeppelin, on va peut-être éviter quand même en ce jour de NFP. Donc c'est une dynamique positive. La Fed, elle a des objectifs macroéconomiques. Accordez-moi un peu de temps, allez, 5-10 minutes pour un peu de blabla, même si je sais que c'est pas ça qui vous intéresse, mais on a le temps de comprendre de quoi il s'agit, parce que l'idée là c'est de comprendre les chiffres pour préparer les prochaines sessions de trading. Vous êtes maintenant ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis, notamment du FOMC, qui rassemble les membres exécutifs de la politique monétaire de la Réserve fédérale, et vous avez notamment sous les yeux le calendrier des prochaines réunions et décisions de politique monétaire, et vous pouvez constater qu'il en reste deux, celle du 28 octobre et celle du 15 décembre. Du 16 décembre. Alors celle du 16 décembre, sera accompagnée d'une conférence de presse de Madame Janet Yellen. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la dernière décision de politique monétaire de la Fed, celle du 17 septembre. Parce que le 17 septembre, la Fed, elle nous a donné ce tableau. Alors, il s'agit ici des objectifs macroéconomiques de la Réserve fédérale des États-Unis à horizon 3 ans, qui, si ces objectifs sont atteints, amènera la Réserve fédérale à infléchir son cycle des taux d'intérêt. Je rappelle que la Banque centrale des États-Unis pratique depuis maintenant 7 ans une politique monétaire de taux zéro, à l'image d'ailleurs de nombreuses banques centrales occidentales. Zone yen, zone sterling, zone dollar, zone euro pratiquent des politiques monétaires de taux zéro. Donc le coût de l'argent réduit à zéro. Aujourd'hui, dans ce que vous étudiez en détail le tableau des objectifs macroéconomiques de la Réserve fédérale des États-Unis, on va s'intéresser à cette ligne-là. Alors, le rapport sur le marché du travail aux États-Unis, vous l'avez ici sous les yeux en détail, en tout cas pour ce qui est du consensus, c'est pas uniquement le taux de chômage. Je vais zoomer. Le rapport sur le marché du travail, c'est le taux de chômage, la capacité de l'économie américaine à créer des emplois, l'évolution des salaires, le taux de participation. Alors le taux de participation, c'est ce que représente la population active sur la population totale des États-Unis. Et la population active, c'est la population qui est soit à la recherche d'un travail, soit qui a effectivement un travail. Et c'est vrai que souvent, on explique le fait que le taux de chômage aux États-Unis est fortement reculé par un repli significatif du taux de participation. C'est une réalité, mais pas seulement, parce que chaque mois, l'économie américaine crée en moyenne 200 000 emplois. C'est en tout cas ce qu'a rappelé mercredi dernier l'enquête ADP publiée aux États-Unis. Cet après-midi, l'orientation du dollar américain va bien sûr être immédiatement impactée par la publication du rapport NFP. Le marché envisage un taux de chômage stable à 5,1% de la population active et le marché envisage 201 000 créations d'emplois. Alors, lorsque je reviens sur le tableau des objectifs et des projections macroéconomiques de la Réserve fédérale des États-Unis, eh bien, il s'avère qu'en 2015, l'objectif de la Réserve fédérale s'établit à 5%.
La Réserve fédérale envisage à horizon 2018, à horizon 2016, l'atteinte de ce qu'elle appelle, elle, le plein emploi, désormais, 4,8% de la population active. Et lorsque l'on revient donc sur la courbe du taux de chômage aux États-Unis, eh bien voilà que la Réserve fédérale des États-Unis, compte tenu désormais, je dirais, de l'appareil structurel économique, productif aux États-Unis, considère que dans cette zone-là, si le taux de chômage devait basculer sous 5% de la population active, l'économie US serait sur le niveau du plein emploi. Donc elle n'envisage pas de pouvoir, à terme, retrouver le taux de chômage qui était extrêmement bas aux États-Unis entre 1997 et 2006, et à l'époque avec un taux de chômage qui évoluait donc entre 3 et 4% donc de la population active aux États-Unis. Donc ça c'est la dynamique de fond du chômage aux États-Unis, et on constate qu'elle est plutôt bonne. Cet après-midi, alors bien sûr, la Fed ne regarde pas que le taux de chômage. Admettons que si cet indicateur, le taux de chômage, figure dans le tableau des objectifs macroéconomiques de la Fed, et là vous êtes sur le site officiel de la Réserve fédérale des États-Unis, on peut partir du principe que c'est probablement l'agrégat qu'elle surveille en priorité. Elle vise 5% en 2015 et 4,8% en 2016, et puis ensuite à long terme une stabilisation et un maintien à ce niveau-là donc du taux de chômage aux États-Unis. Donc clairement c'est ce que nous allons suivre nous cet après-midi. On va se concentrer sur le taux de chômage, sur les créations d'emplois, sur le taux de participation et enfin sur la croissance des salaires. Car lorsque vous observez les objectifs de la Fed, il y a en effet le régime des prix, c'est d'ailleurs souvent la cible principale des banques centrales. Là, l'objectif, c'est de créer de l'inflation, de soutenir la croissance des salaires, et c'est probablement avec le taux de variation des salaires que se fait le lien entre l'objectif du marché du travail et l'objectif d'évolution des prix. Le marché envisage une croissance en rythme annuel en septembre des salaires aux États-Unis de 2,4%. C'est quand même significatif, hein. On n'a absolument pas ça actuellement au sein de la zone euro. Alors, ce qui se joue à terme, avant d'en venir au graphique de court terme, c'est ça. Ce qui se joue, c'est la dynamique haussière du dollar américain. Alors, si vous cherchez d'ailleurs un agrégat, je dirais, pour faire comprendre l'appréciation du dollar US, vous pouvez parfaitement rapprocher le dollar US et sa tendance de l'évolution justement et de l'amélioration du marché du travail aux États-Unis. Moi, je vais justement vous remontrer ça. Je vais donc ici le couper. Vous avez donc ici la baisse du taux de chômage aux États-Unis. Voilà, depuis 2011. Vous avez la baisse du taux de chômage aux États-Unis et la hausse du dollar américain. Hausse du dollar américain qui s'est accélérée à l'été 2014 alors que le marché se projetait sur une disparition du programme de quantitative easing de la Réserve fédérale des États-Unis. Maintenant, on parle seulement de celui de la Fed, mais vous avez bien une corrélation inverse entre ici l'amélioration du marché du travail à travers la baisse du taux de chômage et derrière donc la hausse du dollar US, une corrélation qui est donc négative. Alors le dollar US, il temporise depuis 6 mois, comme je vous le rappelais ce matin, il y a vraiment la place pour temporiser encore de nombreux mois, mais à terme, j'en envisage l'extraction haussière. Je note ici, mais c'est un peu tôt pour l'appliquer pour le court terme, une divergence haussière ici sur l'histogramme de l'indicateur technique MACD. Voilà donc pour l'introduction que j'ai essayé de faire le plus vite possible. Maintenant, forcément, on va s'intéresser aux chiffres de ce rapport NFP. Donc, moi, je vais essayer de vous donner ce que j'obtiendrai, à savoir le taux de chômage, la croissance des salaires, les créations d'emplois aux États-Unis. Voilà, mais concrètement, on va se concentrer sur les créations d'emplois et donc le taux de chômage et bien sûr l'évolution des salaires. Le dollar américain, le taux de change euro-dollar et l'USD yen. Voici les trois actifs que nous suivrons en temps réel. Vous avez ici sous les yeux l'US dollar index de FXCM. Alors, lorsque je vous remonte le graphique de long terme, la jambe de hausse que vous avez ici à court terme, ça représente rien sur le graphique de long terme, hein. C'est cette petite jambe de hausse. Donc, vous voyez que clairement, ce triangle ici sur l'US dollar index, le voici décomposé. Il est ici le triangle à l'aide des bougies H4. Alors,
On constate que le dollar US, depuis la réserve fédérale du 18 septembre, a été soutenu. Il évolue pour l'instant dans ce type de configuration, pourquoi pas un canal, quelque chose qui a cette nature-là. Pour le moment, par contre, ça fait une semaine qu'il temporise sous cette résistance à 12 095 points. On a eu des bonnes statistiques, des plus mauvaises. Elles étaient plutôt bonnes du côté du marché du travail. Si le rapport NFP est solide, la clé, c'est de voir la capacité du dollar US à réaccélérer ici en direction de ses sommets annuels. Bon, pour l'instant, il n'est que dans un range. Hier, il y a eu ce marteau, on a reprogressé, mais c'est parfaitement neutre. C'est ça qui est compliqué. Actuellement, l'US dollar index, il est vraiment enfermé dans ce range, dans une dynamique qui est ici parfaitement neutre. Bon, en tout cas, on s'apprécie depuis hier. Ce range, vous l'avez parfaitement retrouvé sur l'euro-dollar. J'envisageais que le taux de change euro-dollar retombe en direction de la partie basse du triangle avant le NFP. Bon, bah écoutez, c'était 15 pips en dessous. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est la chose suivante. L'USD Yen, lui, j'envisageais qu'il rejoigne la partie haute du triangle avant le NFP. Il était dans la partie basse il y a 2 jours, il s'approche là de la partie haute. Bon, mais au final, l'euro-dollar, c'est comme l'USD-Yen, c'est comme l'euro-dollar. On est vraiment coincé, pardonnez-moi, dans ce triangle. Donc, ce que je fais, c'est que je mets l'US dollar index en plein écran. Et puis, donc, on regardera les chiffres. Alors, je vais vérifier quand même que le son et l'image fonctionnent normalement, puisque j'ai l'impression que c'est pas non plus... Ouais, j'ai l'impression que je pousse un peu le CPU là. Alors, où c'est pas bon? Oh, c'est pas bon. Alors, attention, à mon avis, c'est pas excellent. 142 000 créations d'emplois. 142 000 créations d'emplois. Donc un mauvais NFP. Par contre, un taux de chômage qui se maintient donc au plus bas. Donc forcément, là, on a une réaction qui est négative sur le dollar US. Alors, le dollar US qui reste pour le moment positionné sous sa résistance, qui potentiellement peut sortir par le bas du range. 142 000 créations d'emplois. 5,1% pour le taux de chômage. Alors, pour quelle raison? Le taux de participation, lui, sera bientôt connu. Bon, dans tous les cas, voilà qui est décevant, le taux de participation est en baisse. Alors, c'est un mauvais rapport. C'est un mauvais rapport. Pourquoi? Parce que le taux de chômage se maintient à un niveau bas, mais essentiellement parce que le taux de participation a chuté, c'est-à-dire que la population active a encore diminué aux États-Unis. Certaines personnes ont cessé de chercher un travail. Donc, le maintien du taux de chômage à un niveau de 5,1% est quelque chose qui est artificiel. Le taux de participation tombe au plus bas. Et quant aux créations d'emplois, 142 000 créations d'emplois, c'est donc nettement en deçà du consensus. Donc, le dollar américain reste sous résistance. Le dollar américain menace de sortir par le bas de ce range. Voilà donc ce que moi je peux dire dans un premier temps, et forcément cela se retrouve bien sur le taux de change euro-dollar. Alors le taux de change euro-dollar qui met qui a pris d'un coup 100 pips, voilà, 100 pips pour le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar qui est donc attaque la partie haute du triangle symétrique. Et donc là forcément c'est sans appel. C'est un mauvais rapport NFP. Un mauvais rapport NFP sur le plan de la croissance des salaires. Le marché envisageait une croissance positive des salaires, ils sont stables. Le marché envisageait une stabilité du taux de participation, il est en baisse. Le marché envisageait 203 000 créations d'emplois, le consensus ressort, le chiffre ressort à 142 000 créations d'emplois. L'économie US dévoile donc des chiffres décevants au mois de septembre. L'euro-dollar accélère, l'euro-dollar potentiellement, avec clairement, tente de sortir par le haut du triangle. L'idée c'est quoi? C'est que là on retourne chercher cette zone de résistance ici, qui est comprise entre 1,1267 et 1,1296. Alors je vais d'ailleurs... Déjà le signal qui donne, c'est le dépassement des 1,1207 $. C'était le pivot technique de la figure. Vous avez ici donc la pattern en triangle. Vous avez ici le pivot horizontal. Le marché tente ici de s'en affranchir. Bon, en tout cas, c'est un mauvais rapport. C'est un fait. Finalement, chaque jour, on a un ensemble assez inégal. Mercredi, l'enquête ADP était bonne. Hier, l'indice ISM
donc la confiance du directeur des achats, des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier aux États-Unis est retombée à un plus bas de 3 ans. Alors que la veille, l'enquête ADP était satisfaisante, la confiance des ménages US était au plus haut en début de semaine, et là, le rapport NFP, il est mauvais. Donc, au final, c'était un ensemble inégal qui maintenait le dollar américain dans un range. Eh bien, le dollar américain, il n'y a pas non plus une volatilité excessive, mais il se maintient pour l'instant sous une résistance, ici, et sous ses sommets du mois de septembre à 12 095 points. Voilà donc ce que je peux dire pour l'instant sur ce rapport NFP. Un mauvais rapport, l'économie US qui déçoit, reprise générale des devises européennes face à la monnaie US, avec un euro-dollar qui logiquement accélère. Ce n'est pas l'euro qui monte, c'est le dollar US qui est vendu. Je vous propose maintenant donc un tour d'horizon des paires majeures, un coup d'œil sur la réaction des indices boursiers, l'once d'or qui doit probablement lui aussi rebondir, après avoir fortement chuté. D'ailleurs, il y avait des anticipations d'un bon rapport sur le marché du travail. Ces anticipations sont prises à contre-pied. Pire, c'est tout le contraire. La réalité statistique est tout le contraire de ce que le consensus envisageait. Donc forcément, il y a des réajustements qui sont brutaux ici sur les positions de trading. Euro-dollar donc, signal positif probablement pour rejoindre les 1,1296, les 1,13 dollars. Là c'est sans appel, le signal qui est donné. Maintenant un tour d'horizon des paires majeures. Alors forcément, on avait hier des prémices sur le taux de change AUD-USD. C'est pas significatif sur l'AUD-USD, mais voilà, pour le moment, il se maintient ici au-dessus des 0,70 33 dollars. L'USD CAD, lui, continue donc de s'enfoncer. À la base, le signal négatif sur le taux de change USD CAD, eh bien, il s'agissait d'une reprise du dollar canadien qu'on peut rapprocher de la stabilisation, voire de la reprise haussière des matières premières industrielles. Donc vous pouvez faire le lien entre la tendance du dollar canadien et le prix du pétrole ou encore du cuivre, quoique le cuivre soit plus en rapport avec le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Donc l'USD CAD avait réintégré cette ligne de tendance, c'est une résistance, il se replie, c'est le dollar américain qui baisse. Ensuite, le NZD-USD, alors forcément le dollar baisse, le NZD-USD retente de partir à l'assaut de cette résistance des 0,6456 dollars. Résistance tentative de la déborder. Moi, en ce qui me concerne, vous le savez, avant d'envisager sur le rapport sur le NZD-USD un scénario hyper haussier, j'attends qu'on brise la résistance à 0,6450 dollars et là j'envisagerais en effet le report du range et un objectif beaucoup plus élevé, aux alentours des 0,66 dollars. Mais pour l'instant je suis méfiant. Alors par contre le GBP USD qui tergiversait dans un petit canal à faible pente et qui ne s'enfonçait pas sous le support majeur compris entre 1,51 et 1,5170 dollars tente de s'extraire par le haut de ce petit canal. Bon, je pense qu'on peut basculer sur les chandeliers horaires, mais on n'a pas non plus une réaction significative du côté du GBP USD, si ce n'est qu'il faut quand même admettre que le marché est probablement en train de sortir par le haut de ce petit canal de baisse, et peut-être qu'en clôture hebdomadaire, le marché tiendra le support weekly. À voir à la clôture weekly. Alors le taux de change USD-Yen, lui, juste avant le rapport NFP, s'est approché de la partie haute du triangle. La volatilité persiste. Le taux de change USD-Yen est en train d'attaquer la partie basse du range. Moi, je vais retirer cette configuration en triangle pour la réalité en fait de la dynamique du taux de change USD-Yen, à savoir un rectangle qui est ici compris entre 119,33 yens et 121,32 yens. Le marché retombe violemment en direction de la partie basse du range. Mais le range n'est pas brisé. À la différence du taux de change euro-dollar qui lui a cassé des résistances pour rejoindre les 1,1296 dollars, 1,13 dollars, eh bien pour le moment le taux de change USD-Yen reste enfermé ici dans ce rectangle. Et il y a donc une réaction négative des indices boursiers au sein de la zone euro qui de toute façon était sous résistance après avoir bien progressé depuis hier en toute fin de session européenne en phase de stabilisation. Pas grand chose à dire. Le CAC 40 avait hier retracé 50% de son avancée depuis le début de la semaine. Il a rejoint tout à l'heure à nouveau les 4500 points. Et ce que je vous ai expliqué,
c'est que sans clôture journalière au-dessus des résistances, il ne faut pas en envisager le débordement. La résistance a agi le 25 septembre, elle a agi le 1er octobre. Certes, là, le rapport NFP explique ce rejet, mais la résistance est toujours viable. Et ce qui est étonnant, c'est que tous ces indices boursiers CAC 40 et Eurostoxx 50 étaient positionnés sous ces résistances avant la publication du rapport NFP. Voilà donc moi ce que je pouvais vous dire sur ces marchés. Le Bund s'envole. Alors en réalité c'est un abaissement général des taux obligataires. Pourquoi? Parce qu'avec un tel rapport NFP, comment envisager que la Réserve fédérale des États-Unis rehausse ses taux d'intérêt le 28 octobre prochain? C'est inenvisageable. Le rapport est trop mauvais au mois de septembre. Les taux obligataires s'enfoncent aux États-Unis avec cet effet de contagion sur les taux obligataires au sein de la zone euro, ce qui exerce donc une pression haussière sur le prix de ces mêmes obligations, et notamment donc du Bund, qui poursuit son petit bonhomme de chemin, et depuis notamment la cassure du niveau des 156 qui a été effective hier, et donc le Bund est en train tout simplement de rejoindre ses sommets historiques. Pour le moment, il rejoint la partie haute de ce canal. C'est une zone que j'envisageais d'ailleurs, comprise entre 157 et 157,50. Bon, en tout cas, le contrat d'autolong allemand poursuit donc son rebond. Alors l'once d'or, eh bien écoutez, il était sous résistance vendredi dernier avec ce piège au-dessus des 1147 $. Un de mes premiers messages ce matin a été de dire que c'était fini, que le marché avait rejoint une ligne de tendance intermédiaire, que les positions short étaient à réaliser en amont du NFP et qu'il fallait être 100% liquide. Alors forcément, après coup, là, c'est facile. Le rapport NFP est d'une très mauvaise nature. Le dollar US s'enfonce. Il y a donc les deux réactions les plus significatives, les trois réactions les plus significatives que je constate, c'est la hausse du prix des obligations d'État, la hausse du Bund, essentiellement parce que les taux obligataires baissent et que cela crée un petit choc sur le marché action en intraday, ça soutient le marché de la dette. L'euro-dollar qui monte et l'once d'or qui rebondit ici donc sur cette ligne de tendance intermédiaire. Voilà donc le topo que je pouvais vous proposer, mais surtout ce que moi je retiens, c'est la sortie par le bas de l'US dollar index avec un très mauvais rapport NFP. Il n'y a rien à dire, même si le taux de chômage est bas, l'économie US n'a pas créé suffisamment d'emplois, le taux de participation reste au plus bas. C'est un mauvais rapport, le dollar US casse des supports. D'ailleurs, on a désormais ici un ancien range sous résistance qui fait donc désormais office de couvercle pour les cours de l'US dollar index. Et désormais, tant qu'il se maintient sous les 12 049, eh bien ce marché est sous pression. Alors, je reviens ici sur le taux de change euro-dollar. Impressionnante cette jambe de hausse. Ça fait un sacré paquet de temps qu'on ne l'avait pas vu, cette jambe de hausse. Et donc ici, le DAX qui a été guidé depuis hier dans son canal de progression, qui a quitté d'ailleurs son canal avant le NFP. Bon, ça c'est peut-être un détail, ça aurait pu être tout le contraire. Mais admettons qu'il évoluait dans ce petit canal de hausse et qu'il l'avait quitté un peu auparavant. Il l'avait quitté aux alentours de midi 15. Et puis là, donc forcément, le rapport est mauvais. Donc c'est une mauvaise indication sur l'économie américaine. Et forcément, là, le marché action n'apprécie pas. Voilà donc ce que je pouvais vous dire moi sur ces actifs. Je vais repositionner ici le taux de change euro-dollar et je vais répondre à vos questions en laissant l'euro-dollar en plein écran. Après donc finalement là pour le coup une vraie réaction. Une vraie sortie de range. Je ne sais plus quel titre j'avais choisi ce matin pour parler de l'euro-dollar. J'avais choisi ce titre-là. Le rapport NFP de septembre permettra une cassure du range de trading actuel. Au fond, quand j'ai choisi ce titre-là, j'en doutais moi-même, vu tous les chiffres précédents qui n'avaient rien permis. Bon, là, il y a une cassure du range de trading actuel. Sauf qu'attention, on sort de cette pattern triangulaire
mais l'euro-dollar rencontre immédiatement ici cette ligne de tendance baissière. Alors honnêtement, là franchement, au niveau actuel des cours, au niveau des 1,1317 $, là le marché il est sous cette résistance, hein, ici pour le taux de change euro-dollar. Allez, moi j'ai assez parlé, je regarde vos questions, vos suggestions, éventuellement vos idées. Et puis de toute façon maintenant ce qui compte ça va être les clôtures weekly de ce soir. Pour envisager la suite des événements. Voilà. Alors, je laisse. Allez, ici l'US dollar index. On va mettre ici le DAX qui est vraiment retombé, alors là pour le coup, de manière bien violente. Moi j'appelle ça la stabilisation volatile. Cette stabilisation qui a commencé en début de semaine sur le support décisif des 9340 points. Et puis depuis ces mouvements complètement erratiques, j'appelle ça la stabilisation hyper volatile. Alors là le DAX il revient sur ses points bas d'hier. Honnêtement c'est violent là, hein, de tenter une stratégie de trading. Hein. C'est du casino là, de tenter une stratégie de trading à l'achat sur ce support, vu la réaction baissière des marchés. Sans aucun doute. Bon allez, vos questions. J'ai... Alors, l'euro-yen, je fais une synthèse de tout ce que je lis. Alors, euro-yen, Nikkei, USD CAD, ok. Alors, j'ai fait la synthèse de tout ce que j'ai lu. Donc maintenant, je vais répondre aux questions. Alors, l'euro-yen, tout de suite. L'euro-yen se reprend. L'euro-yen se reprend, c'est essentiellement, vous l'avez compris, un mouvement de repositionnement vis-à-vis de la monnaie unique européenne. Que dire sur l'euro-yen? Moi, la dernière fois que je vous en ai parlé, j'ai insisté sur le redécisif des 133, notamment depuis le piège ici. On a eu un piège, donc on a réintégré le niveau, ça a renforcé en fait l'importance du niveau ici des 133. Le marché s'en est à nouveau réapproché. Là, l'euro-yen, qu'est-ce qu'il va faire? Bah écoutez, il va chercher 135. Mais 135, c'est une forte résistance aussi. Donc, honnêtement, je regarde même le RSI H4 de l'euro-yen, c'est absolument plus en tendance, parce que ces monnaies partagent souvent le même statut. Donc là, en effet, l'euro-yen, il y a une petite figure intraday, épaule, tête, épaule. On va aller chercher 135. Et encore, chercher cette oblique, donc 134,80, 135. Je vais répondre aux questions ensuite sur l'USD CAD. Voilà, on voit la pattern. On a en effet alors un signal positif qui a été donné ici sur le taux de change euro-yen. Tentative de dépassement des 134,40 pour éventuellement rejoindre 134,80, 135. Mais voilà, à part ça, l'euro-yen, c'est... Vous voyez ce que c'est, quoi. C'est vraiment le range de 200 pips. Hein. Donc là, oui, on peut aller chercher 135. Alors, bonne question, enfin bonne question, toutes les questions sont bonnes. Jusqu'où l'USD4 peut baisser? Écoutez, jusqu'où l'USD4 peut baisser? Il a piégé le marché, le taux de change USD-CAD. Le piège est là. L'USD-CAD a invalidé la cassure des 1,3350. Lorsqu'on réintègre un niveau, on chute violemment. Jusqu'où l'USD-CAD peut baisser? Il y a d'une part ce cours de clôture, 1,3180, et d'autre part les 1,3023. Donc, l'USD-CAD, jusqu'où il peut baisser? 1,31. Facile de toute façon, on réintègre ce range. La partie basse, 1,30. Franchement, ouais, je pense 1,31. Parce que on savait que le pétrole s'était stabilisé et que ça avait tendance à permettre au dollar canadien de se renforcer, voire même de s'apprécier. Ce très mauvais rapport NFP, bah là, va exercer clairement une pression baissière sur le dollar US. On retombe à 1,31. C'est ce qu'indique le graphique en données journalières. Après, voilà, c'est quand même ici une zone où ça pourra se stabiliser. Mais là, 1,31.
Je vais affiner ici en basculant en horaire. Voilà, on casse le niveau des 1,3220. Alors, attention parce que en intraday, on voit ici qu'il y avait eu une reprise en V-bottom. On a un niveau ici qui est susceptible d'agir 1,3150. Donc j'ai une cible immédiate à 1,3150. Immédiate à 1,3150. Oui, voilà pourquoi le NFP est aussi important. Vous avez coupé votre vente DAX. Alors, incidence éventuelle par rapport à la... entrée long... Oui, exactement, Lionel, hein, ce serait du suicide. Ce serait complètement du suicide, surtout face à une telle jambe de baie. Et de manière générale, dans un range comme ça, à part intervenir ici ou ici, les probabilités sont fortement réduites en zone intermédiaire. C'est d'ailleurs le principe d'un range trading. Ce qu'a prouvé cette semaine les indices boursiers, ce qu'ils ont prouvé, c'est qu'on avait réagi sur des supports décisifs, certes, mais qu'on n'était pas pour autant haussier, parce qu'on n'a pas cassé de résistance. On a tenu des supports importants. Je vais vous les remontrer ici. J'ai encore tous ces graphiques de long terme qui doivent traîner, notamment cette ligne de tendance sur le DAX. Voilà ce que le marché tient, mais il n'a pas pour autant dépassé une résistance. Il y a aussi quelque chose, et qui est probablement plus important, lorsqu'on étudie de manière générale les marchés actions de la zone euro, c'est ce graphique-là, celui donc du benchmark pour l'ensemble de la zone euro, l'indice Eurostoxx 50, qui lui donc a eu une première réaction de stabilisation sur le niveau des 3000 points. C'est donc, voilà, c'est clairement l'ultime garant. Après, avant que le marché retrouve une orientation haussière, il faudrait refranchir les 3300 points. Pour moi, le scénario le plus probable, c'est qu'on reste en range comme ça de nombreux mois. Et lorsque j'étudie enfin l'indice CAC 40 sur cet horizon de temps de long terme, et je vous montre encore une fois ces graphiques de long terme, j'estime que forcément, depuis que le marché a réintégré ce canal ici sur le CAC et qu'on a rebasculé sous le niveau des 4700 points, nous avons quitté le bull market. Nous sommes rentrés dans cette zone que j'appelle zone de volatilité, zone d'hyper volatilité, comprise entre 4250 points et 4700 points. Ce qui nous ferait définitivement basculer en bear market, selon moi, c'est de briser ce niveau ici des 4250 points et à ce moment-là de revenir taper le bas de canal qui sera à ce moment-là compris entre 3003 et 3005. Ça, c'est le scénario hyper bearish. Forcément, si l'économie US se met à décrocher sur le plan macro, on n'est pas sorti d'affaires. C'est, je dirais, ce qui manque pour que l'ensemble soit en faveur d'une baisse des marchés actions. Alors, il y a une question que j'ai vue, que j'ai lue. Est-ce que cela modifie quelle incidence éventuelle par rapport à la Fed? Alors, quelle incidence éventuelle par rapport à la Fed? Excellente question. Voici, laissez-moi juste le retrouver. Alors, où est-ce qu'il est passé? Voilà. Alors, quelle incidence possible par rapport à la Fed? Nous sommes de retour sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Voilà. Prochaine réunion le 28 octobre. Déjà, l'incidence immédiate, pas de hausse de taux le 28 octobre. Ça, c'est certain. Ok. Probablement d'ailleurs pas cette année. Moi j'ai un scénario qui est reporté en 2016. Maintenant, quelle incidence possible? Certains diront que c'est un bon argument pour engager un QE4. N'exagérons pas. Mais en tout cas, pour maintenir durablement la politique de taux zéro, probablement oui. Donc l'incidence, c'est quoi? Le FOMC est composé de 12 membres votants. Chacun de ces 12 membres a un droit de vote et apporte ses arguments. Le rapport NFP du jour alimente les arguments des colombes. Le rapport NFP du jour donne de la matière aux partisans d'un maintien d'une politique de taux zéro aux États-Unis. Voilà l'incidence principale. Cela va mettre en minorité des gens comme Dennis Lockhart, entre autres, des partisans donc d'un relèvement agressif, mais avec un tel rapport NFP. Et surtout, moi ce qui me marque, c'est la chute du taux de participation
au plus bas historique. Certes, le taux de chômage est bas, mais voilà, le taux de participation est quand même sacrément bas lui aussi. Y a-t-il un signal de moyen terme sur l'euro-dollar? Non. Pas de signal de moyen terme sur l'euro-dollar, puisque je vous rappelle, l'euro-dollar, j'ai le graphique hebdomadaire suivant. Voici donc le graphique hebdomadaire du taux de change euro-dollar, toujours couvert par cette ligne de tendance baissière en place depuis les 1,40. Un graphique weekly, ça ne s'utilise pas pour une stratégie de trading intraday, on est d'accord. Pour moi, le range est de plus en plus étroit, désormais compris entre 1,10 et 1,1450 $. Donc, à moyen terme, il n'y a plus de direction sur le taux de change euro-dollar, tant que ce marché évolue ici entre 1,10 $ et 1,1450 $. Et maintenant, pour ce qui est du court terme, le taux de change euro-dollar est sorti par le haut de ce triangle, mais en fait, il en sort, il a déjà fait la target, il est revenu à la base, partie supérieure de la figure. Il rencontre maintenant ici cette ligne de tendance baissière qui peut limiter l'appréciation du taux de change euro-dollar désormais. Alors le problème c'est que est-ce qu'il y avait une possibilité d'exploiter des clôtures intraday, sachant que de toute façon c'est pas le genre de statistique qui se trade. Même en 15 minutes, c'est un grand corps, donc on était déjà tout en haut. Je vais maintenant basculer sur un chandelier 5 minutes. Éventuellement, il y avait une cassure 5 minutes à 1,1260. Et regardez la ligne de tendance que je viens de vous montrer, elle passe là. Il y avait éventuellement la cassure en 5 minutes à 1,1260 pour viser la ligne de tendance à 1,1315. Bon, maintenant voilà. Sur ces chandeliers 5 minutes, le marché fait un range ici, sous l'oblique de résistance ici, donc sur les bougies 5 minutes du taux de change euro-dollar. Après, c'est vrai qu'on a quand même un grand corps ici. Alors si on fait un range, peut-être derrière que le marché va tenter une extraction. Une tentative ici de résolution haussière. En tout cas, voilà, pour l'instant, le marché teste toujours l'oblique. Moi, je vais ici me reporter sur la bougie en données 4 heures. On a d'ailleurs quelque chose qui est très similaire à ce qui s'était passé le 17 septembre. On était en range, on a eu une grosse accélération et on revient chercher l'oblique. Et maintenant, tout va dépendre du comportement du taux de change euro-dollar par rapport à cette oblique. Alors, je vais continuer à lire vos questions. De rien. Alors, pourquoi le système? Alors, une question sur l'argent. C'est parti. Je réponds dans un instant. Je lis en fait les questions, je fais synthèse. Le gold, l'argent, l'euro USD, un discours de James Bullard à 15 h nous rappelle. Le gold et le Nikkei. Ok. Alors, j'ai lu toutes les questions. Certains portent sur le même sujet, donc j'en parle. Quelle incidence sur les marchés actions de la zone euro? À part l'intraday, absolument rien. Les marchés actions de la zone euro ont réagi et se sont stabilisés, mais ce que j'appelle une stabilisation volatile, c'est-à-dire sont établis en range sur des niveaux de support décisifs. 4300 pour le CAC, 3000 pour l'Eurostoxx 50, 9340 pour le DAX. Je vous ai remontré tout à l'heure la ligne de tendance haussière en données hebdomadaires. Le marché construit maintenant des ranges au-dessus de ces niveaux garants de la phase d'appréciation depuis 2009. Et pour l'instant, ce qui a entraîné la statistique américaine mauvaise, c'est un basculement de la partie haute en direction de la partie basse. Et encore, là, on retravaille en fait les points bas de la fin de session européenne d'hier. Il n'y a rien à tenter là. Qu'est-ce que vous voulez tenter là? Honnêtement, c'est tellement volatile. Regardez, on peut regarder d'autres indices boursiers de la zone euro. L'Eurostoxx 50 qui est revenu au point bas. Retour à la case départ. Ces marchés passent leur temps à monter, à revenir à la case départ. Monter, revenir à la case départ. Monter, revenir à la case départ. Et le plus propre, étonnamment, c'est le CAC 40. Étonnamment de propreté. Ce marché établit un range entre 4300 et 4515. Il a progressé de 4300 à 4515. Il a retracé 50%. Il a été payé sur 50%. Toute la matinée, il a monté pour revenir chercher la résistance. Là, il rejette et il réagit sur les 50%.
Étonnamment, c'est donc ici le CAC 40 qui présente, je dirais, la configuration technique la plus proche. Après, c'est hyper volatile. Est-ce que le fait de revenir sur les points bas hier de la fin de session européenne sont des niveaux d'achat? Ça me paraît risqué. En tout cas, voilà ce que suggère cette analyse technique. Donc pour moi, le taux de change euro-dollar, il n'y a pas de signal d'achat de moyen terme. Il n'y en a pas. C'est neutre depuis 6 mois. Maintenant, avant c'était neutre 1,05, 1,15. Maintenant, je vais vous épargner de vous dire que c'est neutre dans 1000 pips. Vous allez me dire, c'est un peu abusé comme vue de marché. Moi, je vais vous dire que c'est neutre 1,11, 1,14. Voilà. 1,11, 1,14. Ce sont mes bornes désormais. À l'intérieur de ça, ça peut osciller. Sur le court terme, on est sorti par le haut de ce petit triangle, on a rejoint la partie haute de la pattern, tellement rapidement que de toute façon, la seule façon de l'exploiter, honnêtement, mais après coup c'est toujours facile, et de toute façon tout le monde aurait coupé avant le NFP, c'était hier la divergence haussière, ici en donnait H1 dans la partie basse de la figure, encore fallait-il tenir la position, ce qui est de toute façon absolument pas recommandé. Mais moi, pour le court terme, voilà, on reste positionné sous cette oblique. Je suis même pas certain qu'on puisse remonter vers un 13,80 ou un 14. Tant qu'on est sous cette oblique, je pense qu'on est même revenu sous résistance. On fait peut-être... Alors, par contre, si on la dépasse, ok, on ira chercher les 1,1460. Le gold. Alors le gold, je n'ai pas changé d'opinion, comme l'euro-dollar à moyen terme. Ce marché reste couvert par la ligne de tendance baissière en place depuis le début de l'année, qui attrape tous ces sommets de marché les plus saillants. Alors 1 point, 2 points permettent ici de tracer l'oblique. On a eu un rejet le 24 août, c'était le blow-off, le paroxysme des achats. On a eu un piège acheteur le 24 septembre, au-dessus des 1147 $, réintégration de l'oblique résistance. Le marché a rejoint cette ligne de tendance haussière, ce petit support intermédiaire, se reprend là violemment. Et moi j'estime qu'un once d'or qui reviendrait ici chercher l'oblique, eh bien, serait à nouveau sous résistance. Là forcément, on peut se reprendre en direction de l'oblique, qui passe actuellement aux alentours des 1140, 1141 $. Mais enfin voilà, c'est comme ça que je vois les choses. J'imagine que pour l'argent métal, on doit avoir le même type d'oblique qui agit. Alors sur l'argent métal, eh bien c'est le même topo. On a cet oblique ici qui soutient les cours. Je zoome ici. Écoutez, on va faire un truc propre. J'attrape le plus bas, le plus bas, le plus bas, le plus bas. Je renforce l'épaisseur. Et donc voilà sur quoi se reprend ici l'argent métal. C'est très proche d'ailleurs de l'once d'or. De la même façon, j'ai le sentiment qu'on est de toute façon en train de faire ce type de pattern. Maintenant, le début d'année, il a commencé ici, sur l'once d'or, sur l'argent métal. Moi, je vais juste faire quelque chose. C'est tracer quelques obliques, voir s'il y en a une qui agit depuis le début de l'année. J'ai le sentiment d'ailleurs que ce marché potentiellement est en train de construire ce type de range. C'est plus réellement directionnel, hein. Éventuellement ce type de pattern ici sur et moi de toute façon, comme l'once d'or, je pense qu'il y a un risque sous les 1150. Voilà ce que j'estime être la zone de résistance ici sur les cours de l'argent. Donc on peut en effet se reprendre comme l'or en direction de cette oblique jusqu'à 15,30, mais là j'estime qu'on sera à nouveau en zone de résistance. C'est ma vision chartiste, hein. Après voilà, chacun ses arguments, j'oserais dire, chacun ses arguments. Ok, je laisse ici le CAC en plein écran et je reviens à vos questions. Hâte de voir la réaction à Wall Street, moi aussi. Alors ABC nous rappelle que Goldman déclare ne pas avoir de hausse de taux jusqu'à mi-2016. Forcément aujourd'hui, la macroéconomie US, elle donne du grain à moudre aux colombes, hein, c'est-à-dire ceux qui pensent que la Réserve fédérale ne modifiera pas son cycle des taux d'intérêt
avant longtemps. Le QE4 de la Fed, j'y crois absolument pas. Elle ne peut pas faire machine arrière sur le plan des mesures non conventionnelles. Par contre, elle a tout à fait la possibilité de maintenir inchangé et durablement, et pour toutes les bonnes raisons que nous connaissons, les risques qui se multiplient sur le front et les perspectives de la croissance économique mondiale, de maintenir sa politique de taux zéro. Et là, probablement, avec un tel rapport, je ne vois pas comment elle peut relever ses taux le 28 octobre, et donc là, forcément, encore moins le 16 décembre. De toute façon, les probabilités n'étaient pas du tout en faveur de ce scénario. Alors, le DAX, les US. Alors, ok, je vais aller acheter un œil aux indices US. Je vais aller chercher le DAX. Alors, les marchés actions européens, forcément, là, ils subissent la pression du rebond du taux de change euro-dollar, hein, forcément. Même les marchés actions US, c'est moins volatile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais prendre le dos. On n'a pas plus de réponses, finalement, sur les indices boursiers qu'hier ou qu'avant-hier. Voilà le dos. Le dos depuis le choc du mois d'août. Là, vous retrouvez le choc du mois d'août. Hein. Le Dow Jones en données 4 heures évolue maintenant dans un range qui est ici compris entre 15 977 et 16 705. Ça, c'est un fait. Voilà sur quoi le Dow s'est stabilisé. Et s'est stabilisé sur les points bas d'octobre 2014. Ça, c'est en données journalières. Voilà où nous en sommes en données journalières. Et pour le moment, bah écoutez, le marché reste parfaitement ici, en range. Il n'y a pas une volatilité excessive. Pourquoi est-elle supérieure en intraday sur les marchés actions européens? Essentiellement parce qu'il y a une reprise forte du taux de change euro-dollar. Là, j'avoue, hein, c'est quand même des mouvements sur les indices boursiers qui sont franchement pas évidents. Donc l'euro-dollar en H4 hein, ne franchit pas la ligne de tendance. Par contre, on est sorti par le haut de la figure, ça c'est un fait. Alors comment expliquer la non-réaction de l'AUD USD? Alors tout d'abord, la non-réaction de l'AUD USD, je vais vous expliquer. Le dollar australien, le dollar néo-zélandais, et notamment le dollar australien et le dollar néo-zélandais, en second plan je dirais, sont très liés à la dynamique des matières premières. Là, on a un chiffre macroéconomique américain qui est pas bon, mais qui est clairement pas bon. Donc forcément, si cela amène le marché à revoir en baisse les perspectives de croissance économique aux États-Unis, ça peut agir sur l'environnement général des matières premières. Après, admettons que les devises des matières premières n'en profitent pas. Pourquoi? Eh bien, regardez, on a une réaction qui est négative sur le prix du pétrole, qui reste complètement enfermé dans son range. On a une réaction qui est négative sur le cuivre, le gaz naturel qui est en train de s'enfoncer, le UK Oil qui a fait hier presque une shooting star et qui retombe. Les matières premières sont sous pression, les matières premières industrielles sont sous pression de cette mauvaise statistique américaine. Le dollar US, s'il baisse, là c'est surtout face aux devises européennes. Bon, le marché est donc sous pression. Il l'avait déjà été hier après la publication de l'indice ISM des directeurs d'achat dans l'industrie, qui était tombé au plus bas de 2013. Bon bah là le rapport NFP est catastrophique, hein. Il est très très mauvais. Très 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 mauvais. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir été attentif. Merci et j'espère que ce programme, ce point de marché vous a plu et aiguillé. Alors, c'est pas fini la journée. À 16 h, j'accueille dans nos bureaux Caroline Domanine pour clôturer la semaine, je dirais, en douceur. Caroline viendra expliquer quelle est la grande différence dans la gestion de ses émotions. Parce qu'on peut avoir une méthodologie de trading, mais avoir du mal à l'appliquer, surtout quand on est en position ouverte. Pourquoi est-ce qu'on arrive à appliquer sans problème sa méthode sur un compte de démo, à tenir des positions swing tranquilles, sans stress, et c'est absolument pas le cas face à un compte réel. Et comment faire pour équilibrer ses émotions face à ces deux environnements de démonstration et le compte réel? Eh bien moi-même j'ai hâte de l'écouter parce que je me pose bien cette question. Voilà, donc prochain
point de marché, webinaire, ici même à 16 h. Je vous souhaite bon après-midi et quant à moi je vous retrouve de vive voix lundi matin. N'oubliez pas, Yoav Nizar, notre analyste, clôture la session à 17 h 30 pour un point final sur l'euro-dollar, le DAX et le CAC en intraday. Merci à toutes et à tous.